Février 2026. Glimt vient d'éliminer l'Inter Milan en huitième de finale de la Ligue des Champions. Victoire à l'aller dans leur stade, victoire au retour à Giuseppe Meazza. Un exploit, mais pas le premier que le club réalise cette saison. Cette saison, le club norvégien avait déjà battu Manchester City, gagné contre l'Atlético Madrid au Metropolitano et accroché Tottenham lors de la première journée. Et dans son 11 face à Inter, on retrouvait 9 Norvégiens, dont seulement 2 internationaux. Un club issu d'une ville de 50 000 habitants, situé au nord du cercle polaire, sans milliardaires ni superstars. Alors la question est simple, est-ce juste un moment exceptionnel et une anomalie dans l'histoire du football européen, ou bien Glimt est-il parti pour s'installer durablement en Ligue des Champions et devenir un adversaire redoutable sur le long terme? C'est ce que nous allons analyser. Mais pour mieux comprendre comment un club du nord de la Norvège a pu battre des gros d'Europe cette saison, il faut revenir à ses origines et comprendre comment ce club à l'histoire particulière est arrivé là. Car si Glimt fascine aujourd'hui, c'est aussi parce que son histoire commence par une exclusion. Pendant longtemps, les clubs du nord de la Norvège n'avaient tout simplement pas accès au plus haut niveau national. Le pays était divisé en deux. Au sud, les grandes villes, les infrastructures, les compétitions officielles. Au nord, un football considéré comme trop éloigné, trop difficile d'accès et pas suffisamment compétitif. Les déplacements étaient jugés trop longs, le climat trop contraignant. Résultat, les clubs du Nord évoluaient dans un système séparé, sans possibilité réelle de promotion vers l'élite. Il faudra attendre 1972 pour que les équipes nordiques obtiennent enfin le droit d'accéder à la première division. Mais même là, les règles ne sont pas équitables. À cette époque, il y avait 3 deuxièmes divisions en Norvège, 2 dans le sud et une dans le nord. Les 2 champions du sud montaient directement, ceux du nord devaient passer par des barrages supplémentaires face aux équipes méridionales. En 74 et 75, Glimt remporte sa division, mais échoue en play-off. Ce n'est qu'en 76 que le club parvient enfin à accéder à la première division. Une montée arrachée, presque symbolique, comme une revanche géographique. Durant les décennies suivantes, Glimt alterne entre première et deuxième division. Dans les années 80, 90 puis 2000, le club connaît des relégations, des remontées, de nouvelles descentes, un véritable ascenseur. En 2016, encore, le club est relégué. Il évoluait en deuxième division il y a moins de 10 ans et c'est précisément à partir de cette période que tout va changer. Car à partir de cette relégation en 2016, tout s'accélère. Glimt remonte immédiatement. Et depuis son retour en première division lors de la saison 2018, le club change de dimension. Depuis 2018, Glimt a remporté 4 titres de champion sur 8 saisons. Le premier en 2020 reste le plus marquant. 81 points sur 90 possibles et 103 buts inscrits. Une saison presque parfaite. Mais attention, ce n'est pas une domination écrasante et continue. En 2025, par exemple, ils ne sont même pas champions. C'est Viking FK qui termine devant eux. Bodø n'est donc pas un Bayern norvégien intouchable. C'est un club qui s'est installé durablement dans le haut du tableau, régulièrement placé parmi les premiers, mais sans écraser systématiquement la concurrence. Et pendant que le club consolidait sa position nationale, il commençait à se faire remarquer en Europe. En 2022, victoire 6-5 contre l'AS Roma en phase de groupe de Conference League. En 2024-2025, victoire contre la Lazio, puis une demi-finale d'Europa League la saison dernière. Et cette année, le niveau monte encore. Manchester City battu, l'Atlético Madrid battu, l'Inter Milan éliminé. Alors, une question s'impose. Pourquoi Glimt est-il devenu si difficile à battre? Car si les Norvégiens enchaînent les performances face aux géants européens, ce n'est pas le fruit du hasard. Le club repose sur 4 piliers très clairs, et le premier est sans doute le plus visible. Glimt joue au nord du cercle polaire. En hiver, certaines journées ne dépassent pas 3 heures de lumière naturelle. Les températures descendent régulièrement sous zéro. Le stade, d'une capacité d'environ 8000 places, est entouré de neige pendant une grande partie de l'année. La pelouse est artificielle et chauffée. Un environnement radicalement différent de celui que connaissent les plus grands clubs européens. Mais ce n'est pas qu'une question de météo, c'est une question d'adaptation. Les joueurs de Glimt sont habitués à ces conditions. Ils s'entraînent dessus et vivent dedans. Les adversaires, eux, arrivent pour 90 minutes seulement. Les victoires contre la Roma, la Lazio, Manchester City ou l'Inter ont tout un point commun. Elles ont commencé par une confrontation dans ce contexte particulier. Le stade est devenu une forteresse. Un désavantage pour les visiteurs, un avantage stratégique pour Bodø. Mais ce n'est qu'une partie de la réponse, car ça n'explique pas comment ils ont réussi à battre l'Atlético et l'Inter chez eux. Et c'est là qu'intervient le deuxième pilier, plus structurel. Glimt ne recrute pas comme les autres clubs européens. Ils ne cherchent pas des noms, ils cherchent des profils adaptés. Leur zone de recrutement est très ciblée, principalement l'Europe du Nord,
comme le montrent les joueurs inscrits sur la feuille de match contre l'Inter, où on retrouve 19 Norvégiens, 3 Danois et un Russe. Des joueurs qui connaissent déjà des climats exigeants, des joueurs capables de s'adapter rapidement à la culture locale, des joueurs dont le coût reste maîtrisé. Ils ont identifié un marché sous-exploité, un marché où la concurrence des grands clubs est plus faible, un marché où ils peuvent détecter des talents avant qu'ils ne deviennent inaccessibles. Le modèle est simple mais efficace. Recruter tôt, développer, valoriser et revendre si nécessaire. C'est un recrutement cohérent et cette cohérence permet au club de maintenir un équilibre financier tout en restant compétitif. Mais le recrutement n'est qu'une partie du modèle, car Bodø/Glimt ne dépend pas uniquement du marché. Le troisième pilier est encore plus profond. Le club s'appuie massivement sur sa région. La ville compte environ 50 000 habitants. Et pourtant, entre 85 et 90% des joueurs des équipes U19 viennent directement de la région. Le club a investi dans des infrastructures adaptées au climat, avec des terrains couverts en hiver, permettant une continuité de formation malgré les conditions extrêmes. Mais ce succès crée un nouveau défi. Plus Bodø/Glimt performe, plus son académie devient attractive. Les grands clubs européens commencent à observer, à recruter et à anticiper. Le modèle fonctionne, mais il devient visible. Et plus un modèle devient visible, plus il est menacé. C'est là que la question de la durabilité commence déjà à se poser. Mais avant cela, il reste un pilier essentiel, celui qui structure l'identité du club au quotidien. Le dernier pilier est peut-être le plus déterminant, car un bon recrutement et une bonne académie ne suffisent pas si l'environnement quotidien n'est pas structuré. Depuis 2018, le projet sportif repose sur un homme, Kjetil Knutsen. Son arrivée marque un tournant. Avant lui, Bodø/Glimt était une équipe plutôt réactive, capable de jouer en contre. Avec lui, le club change d'identité. Le pressing devient plus haut, la possession assumée, l'intensité constante. Knutsen installe une exigence quotidienne. Mais le travail tactique n'est qu'une partie du projet. Bodø/Glimt va encore plus loin. Le club fait appel à un ancien pilote de chasse de l'armée norvégienne, Bjørn Mansverk, pour renforcer la préparation mentale. Un choix inhabituel. Son rôle n'est pas celui d'un simple psychologue. Il apporte une méthodologie issue du monde militaire et aide l'équipe sur la concentration, la gestion du stress et la répétition de tâches sous pression. L'idée est simple, s'entraîner comme au combat et créer des automatismes mentaux capables de résister aux moments critiques. Mais ces 4 piliers ne produisent pas seulement des effets sur le terrain, ils produisent aussi des effets économiques très concrets. Et à Bodø/Glimt, ces effets ont été spectaculaires. La valeur de l'effectif est passée de 5,6 millions d'euros en 2017 à plus de 57 millions d'euros en 2026. Elle a été multipliée par 10. Mais ce n'est pas tout. Les revenus européens ont transformé la structure financière du club. Avec un budget annuel d'environ 30 millions d'euros, la demi-finale d'Europa League en 2024-2025 a rapporté près de 20 millions d'euros à elle seule. Cette saison, grâce à la qualification au 8e de finale de la Ligue des Champions, les gains atteignent déjà 57,2 millions d'euros, soit plus que la valeur totale de l'effectif. Une seule campagne européenne peut donc représenter quasiment 2 saisons complètes de fonctionnement. À titre de comparaison, l'ensemble du championnat norvégien distribue environ 42 millions d'euros à tous ses clubs réunis. Bodø/Glimt peut dépasser son montant en une seule saison européenne réussie. Ces performances ont déjà des conséquences concrètes. Le club a réinvesti dans son centre de formation, dans sa structure interne et surtout dans un projet majeur, la construction d'un nouveau stade. Le stade actuel étant devenu trop étroit et trop coûteux à maintenir aux normes UEFA. Ce projet n'est pas qu'un caprice esthétique, c'est une déclaration d'intention. Bodø/Glimt tente de transformer des performances sportives ponctuelles en infrastructures durables. Mais cette dynamique soulève une question fondamentale. Car si les revenus européens peuvent accélérer une croissance, ils ne sont jamais garantis. Ils dépendent des résultats européens. Et c'est précisément là que se pose la vraie question. Bodø/Glimt bénéficie-t-il d'une dynamique exceptionnelle ou bien le club peut-il s'installer sportivement dans la durée dans la plus grande compétition européenne? Le premier enjeu est de savoir si les jeunes du club vont rester. Aujourd'hui, le club repose en grande partie sur des profils jeunes, formés localement ou recrutés tôt dans des marchés nordiques encore accessibles. Mais les performances européennes changent la donne. Les recruteurs sont là, les agents aussi, les offres vont arriver. Et quand un club passe d'un budget de 30 millions à des recettes européennes supérieures à 50 millions, les joueurs prennent de la valeur et demandent logiquement des revalorisations. Le deuxième enjeu sera donc la masse salariale. Si la structure de coûts explose, le club devra enchaîner les campagnes européennes pour maintenir l'équilibre. La dépendance aux résultats s'accentuera. Troisième enjeu, le changement de culture. Aujourd'hui, Bodø/Glimt joue sans pression structurelle. Chaque performance est un bonus. Mais si le club s'installe régulièrement en Ligue des Champions, le regard changera.
Les attentes augmenteront et la culture d'outsider peut se transformer en obligation de performance. Et c'est souvent à ce moment-là que l'identité initiale se fragilise. Le paradoxe est donc clair. Les bonnes performances du club amèneront forcément à des départs, mais en vendant, ils s'affaiblissent. Ils devront donc continuer à recruter intelligemment, à former localement et à reconstruire en permanence si les performances tiennent et s'ils souhaitent garder leur modèle actuel. Mais en tout cas, Bodø/Glimt prouve plusieurs choses. Qu'un projet cohérent peut rivaliser avec des budgets bien supérieurs, que le contexte peut devenir un avantage stratégique, et que la culture et la structure peuvent compenser l'absence de superstars. Mais le succès change toujours tout. Le plus difficile dans le football moderne n'est pas d'arriver, mais de rester. Bodø/Glimt est peut-être aujourd'hui à un tournant. Soit cette génération marque un pic exceptionnel dans l'histoire du club, soit elle inaugure un modèle capable de s'installer durablement en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Alors, la question est la suivante. Est-ce que Bodø/Glimt peut s'installer durablement parmi les clubs européens qui comptent, ou est-ce que cette épopée ne durera que 2 ou 3 saisons? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de la liker, de la booster et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. Je te dis à bientôt. Ciao.